Et puisque notre modérateur n'est pas encore là, vous n'allez pas passer votre soirée à attendre sagement que le temps passe, ce serait dommage. On pourrait déjà entrer en matière avec le livre du sable et du parfum, puisque c'est notre sujet de ce soir, en vous proposant une petite lecture, pour que vous puissiez déjà savourer ce texte qui nous est donné ce soir à commenter. Eh bien, je vous propose, je me lance à vous faire la lecture d'un chapitre que je viens de prendre au hasard. Je découvre en même temps que vous, mais voilà, pour que nous puissions tous ensemble goûter ce texte en attendant l'arrivée d'Abdelali et d'entrer vraiment dans le dialogue, dans le vif du sujet. La cour des merveilles. Ma mère et ma tante sont des sœurs jumelles. Elles eurent un destin commun pendant les 9 mois de grossesse de leur mère. Mais ensuite, chacune d'elles suivit son propre chemin. 2 sœurs jumelles, issues d'un même zygote, avec un génome identique, et 2 destinées si différentes. L'une et l'autre ont certes fait des choix et vécu des expériences personnelles qui les ont orientées différemment. Mais elles pensaient que pour tout ce qui touche à l'existence, l'homme propose et Dieu dispose. Chacune estimait qu'elle devait vivre ainsi, sans négliger l'éducation de leurs enfants ni l'organisation de la vie familiale. Elles devraient, chacune à sa manière, être utiles aux autres. Ma tante hérita de son père la lourde tâche de perpétuer la voie spirituelle que mon grand-père s'était choisie. Tout en étant un homme pieux et respectueux de la tradition doctrinale, et suivant les préceptes de sa religion, il avait entretenu durant toute sa vie un lien particulier avec les esprits invisibles qu'invoquaient le rituel et la musique gnawa. Ce lien avec le monde de l'invisible lui procurait une paix intérieure et lui donnait une raison d'être, mais aussi un certain pouvoir sur les hommes. Ainsi pouvait-il soigner les âmes et protéger ses patients contre la colère des djinns et des esprits malveillants. Pour être reconnu comme un bon maître gnawa, il fallait d'abord suivre une longue initiation au sein de la confrérie. Les anciens transmettaient leur savoir lentement, en faisant subir à leurs disciples de nombreuses épreuves. Le disciple, après être devenu un bon musicien reconnu par ses maîtres, devait continuer à parfaire sa formation pour espérer devenir un jour un Malem Gnawa, un maître capable de diriger, en véritable chef de troupe, le destin de la confrérie. Il fallait aussi avoir un certain charisme, indispensable pour guider les hommes. Ces qualités que ma mère n'avait pas, ma tante les avait presque toutes. Avec un cœur de femme dans un corps d'homme, elle avait tout pour hériter de la tradition paternelle. Son regard perçant venait renforcer sa personnalité et les 3 poils qui lui poussaient sur le menton complétaient son caractère de chef. Dès qu'elle entrait en transe, sa voix changeait en celle de l'homme qui l'habitait. Tenait-elle sa personnalité de l'éducation que son père lui avait réservée en la traitant différemment de tous ses autres enfants? Avait-il vu en elle des signes l'ayant convaincu qu'elle serait son digne successeur? Peut-être s'est-il rendu compte très tôt que ma mère penchait davantage du côté des choses naturelles que de celui du monde surnaturel. Toujours est-il que ma mère, initiée très jeune à la médecine traditionnelle, perpétue encore le savoir-faire reçu de sa mère et de sa grand-mère, toutes 2 d'origine berbère. La dureté de la vie dans les montagnes de l'Atlas a toujours poussé les femmes, depuis la nuit des temps, à compter sur elles-mêmes et à chercher dans les éléments de la nature des remèdes à leurs maux et à ceux de leurs enfants. Les animaux, les minéraux et surtout les plantes ont toujours été les piliers d'une ancestrale pratique de la médecine traditionnelle. Les praticiennes transmettaient leurs recettes et secrets de mère en fille. Ma mère eut la chance de faire partie de cette chaîne de transmission. Elle n'en est pas la fin, elle transmet encore aujourd'hui son savoir à ses 5 filles, à ses belles-filles et à ses petites-filles. Alors que ma tante veillait sur l'héritage spirituel de la famille et l'entretenait, ma mère veillait sur la pharmacie familiale et ne manquait aucune occasion de l'enrichir en recettes. Ses rencontres, ses voyages et ses tournées chez les herboristes ont constitué pour elle une sorte de formation continue qui approfondissait son savoir. Quand elle sortait, c'était comme pour aller à la bibliothèque d'une université. Elle étancha ainsi sa soif d'apprendre
et élargit les possibilités de sa pharmacopée. Ceux qui avaient recours aux soins de ma tante devaient faire une offrande. Un bouc, un coq noir, du lait ou des pains de sucre sont la contrepartie à offrir pour être protégé des esprits. Soigner son âme doit-il toujours avoir un prix ? Me demandais-je souvent. La médecine de ma mère, elle, était et resterait gratuite et accessible pour tous. Quiconque frappait à sa porte pour obtenir un remède était reçu à toute heure de la journée. Le diagnostic et souvent les médicaments étaient donnés à titre gracieux. Ma mère ne considérait pas qu'elle pratiquait la médecine. Elle était seulement une intermédiaire entre les patients et un patrimoine apothicaire médical mis en place par des milliers de femmes avant elle et transmis à leurs filles. Elle n'était pas la propriétaire de ce savoir, mais une simple dépositaire permettant à la chaîne entre la nature et les hommes de ne pas se rompre. Seules certaines femmes sont élues pour remplir cette mission, ce sacerdoce, de façon entièrement désintéressée. Accepter et porter ces valeurs est indispensable pour se faire une place et espérer devenir un jour guérisseur. Il faut accepter de n'exiger aucun salaire, aucun honoraire pour quelque prestation ou transmission de savoir que ce soit. Les deux jumelles, dépositaires de ces biens si précieux confiés par leurs parents, ne devaient en aucun cas en faire commerce. Être guérisseuse ne se limite pas seulement à la capacité de diagnostiquer le mal et à prescrire un remède. La guérisseuse doit connaître les plantes et préparer elle-même les recettes avant de les conseiller aux patients. L'ordonnance d'une guérisseuse ne se résume pas en une simple liste de plantes. L'élément humain est primordial pour la guérison. Ma mère croyait que l'on ne guérit d'un mal qu'en guérissant d'abord l'esprit du patient, car le mental compte pour beaucoup dans la santé du corps. La relaxation et la méditation aident le corps à se purger des énergies négatives. Elle pensait aussi que l'on peut guérir en acceptant simplement d'être au monde tel que nous sommes. Elle considérait qu'une liste de simples est insuffisante pour guérir un malade ou élaborer un bon remède. Le secret de la réussite réside dans l'art de leur mélange, de leur dosage, et parfois même dans les prières et les formules magiques qui accompagnent les plantes. Seuls les guérisseurs sont en mesure de préparer des recettes efficaces. Il n'y a pas de recette universelle dans ce domaine. Chaque guérisseur, qui est aussi pharmacien, dispose d'un savoir qui lui est propre. Ma mère a fait de sa cuisine un laboratoire. Après la préparation du pain et des repas, certains ustensiles retrouvaient une nouvelle vie. Un second usage les attendait. Tagines, mortiers, casseroles et couscoussiers servaient à la préparation des décoctions, baumes, crèmes et huiles parfumées pour les massages et les soins capillaires. Dès leur jeune âge, les femmes apprenaient à prendre soin de leur chevelure à l'aide de produits naturels. Huiles végétales, plantes médicinales et aromatiques, savon noir et rassoul, telles étaient les matières premières indispensables pour l'entretien de leur bien-être. Le savon noir est fait d'huile d'olive mélangée à haute température à des sels. Cette opération porte le nom de saponification, procédé chimique qui transforme la matière grasse en savon lavant. Au XIXe siècle, tout un quartier à Marrakech, Diour Saboun, fut dédié à cette industrie. Le rassoul est une argile verte issue de carrières situées dans le Moyen Atlas. L'art de la cosmétique familiale consiste à utiliser des ingrédients naturels, écologiques, simples et bon marché, pour créer de redoutables armes de séduction au service de la beauté, de la sensibilité et du bien-être des femmes. Mes 5 sœurs, avec leur chevelure bien fournie, étaient les premières bénéficiaires du savoir-faire de ma mère. Aux commandes de mes sœurs s'ajoutaient toujours celles de mes tantes, cousines et voisines. On peut imaginer l'activité qui régnait avant chaque séance au hammam dans notre petite cuisine transformée pour l'occasion en une véritable usine de cosmétiques. C'est dans la cour de notre maison qu'étaient réceptionnées les matières premières. Le soleil baignant la petite cour du riad presque toute la journée garantissait le séchage des plantes médicinales et aromatiques après qu'elles avaient été triées et nettoyées. Débarrasser des petits cailloux, poussières, brindilles et autres adventices, puis sécher une journée entière au soleil,
les simples sont prêts à entrer dans les compositions les plus secrètes et à se transformer en remèdes efficaces. Avant d'acquérir ces vertus curatives, chaque plante passe par un processus bien codifié pour sa transformation. Après la torréfaction, la mise en poudre et la macération dans l'huile d'olive ou le miel, elles sont précieusement conditionnées dans des pots de confiture recyclés en pots d'apothicaire. La renommée de cette pharmacopée familiale dépassait souvent les murs de notre maison et se répandait d'abord dans notre rue grâce, comme on peut l'imaginer, aux émanations olfactives des plantes lors de leur torréfaction. La réputation de ces remèdes atteignait parfois la campagne, où vivait une population démunie ayant grand besoin de traitements naturels. Ces paysans trouvaient tout naturellement en ma mère un docteur et un pharmacien gratuit. Vous ne pouvez mesurer son bonheur et sa satisfaction quand après quelques jours, des patients ou des membres de leur famille se rendaient chez nous, non cette fois pour demander de nouveaux remèdes, juste pour remercier et annoncer la bonne nouvelle de la guérison des patients qu'elle avait soignés. Ma mère fêtait cela comme un grand événement. Elle tirait de son armoire l'imposante théière sortie des usines de Manchester. Cette théière, nous ne la voyions posée sur la table qu'en de rares occasions. Elle avait pour ma mère une valeur symbolique. C'était le précieux cadeau que ma grand-mère avait glissé dans son trousseau de mariage. La guérison d'un malade soigné par ma mère était fêtée par l'exhibition de sa théière. Par pudeur, ma mère ne proclamait pas avoir triomphé de la maladie. Sa théière suffisait, par l'éclat de son métal et l'élégance de sa forme, à parler pour elle. Je pressentais dans le regard de ma mère et dans le rythme de sa respiration qu'il y avait une autre raison à cette manifestation ostentatoire. Elle partageait son succès avec celle qui lui avait tout appris. C'était sa façon, je crois, de célébrer l'heureux événement en convoquant la mémoire de sa mère et de sa grand-mère, qui lui avaient transmis un savoir-faire devenu utile à qui en avait besoin. La vie d'une guérisseuse n'est pas toujours faite de réussite et de guérison. Il y avait aussi des échecs. Ma mère prenait alors son mal en patience. Elle partait voir les herboristes et d'autres guérisseuses plus expérimentées et exposait son cas. Elle revenait de ses visites chargée de nouvelles plantes et se précipitait dans sa cuisine pour faire de nouvelles expériences. Elle goûtait et testait elle-même les nouveaux remèdes avant de les prescrire à des patients et disait que chaque échec doit nous stimuler, nous pousser à nous remettre en question, à aller de l'avant pour faire de nouvelles découvertes. La médecine traditionnelle est comme un océan. Le marin qui veut atteindre le rivage doit ramer et surmonter les creux et les sommets des vagues. Certains malades prétendaient avoir mal. Mais quand le diagnostic de ma mère décelait des douleurs imaginaires, elle cherchait immédiatement à réconforter ses patients d'une autre façon. Elle estimait que puisque les prétendus malades ne souffraient d'aucune lésion corporelle, il fallait jouer sur le psychique et l'irrésistible besoin de bien-être. Ma mère troquait alors sa prescription de remèdes contre des massages à l'aide d'huile végétale au niveau de certains méridiens du corps. Celui-ci possède un langage dont le vocabulaire échappe parfois à la médecine moderne.